Et bravo pour cette idée de travailler sur la causalité en transdisciplinaire, parce que souvent ce genre de débat se fait à l'intérieur des disciplines et tout le monde a l'impression que c'est simple du coup. Cette question de causalité m'a turlupiné il y a une quinzaine d'années quand il y a eu l'audition publique organisée par la Haute Autorité de Santé sur la relation entre vaccination contre l'hépatite B et la sclérose en plaques. Donc une audition publique, c'est on prend des experts qui ne font pas partie du domaine d'intérêt et qui doivent écouter les données et conclure. Et donc on a entendu d'abord des épidémiologistes dire qu'il y avait une relation statistique avec des critères qui pourraient être en faveur d'une relation causale. Après il y a eu des immunologistes qui ont fait des grands dessins au tableau pour montrer qu'effectivement, il pouvait y avoir un mécanisme qui explique le lien entre la vaccination et la sclérose en plaques. Et il y avait le président de la Cour d'appel de Montpellier qui, au repas, nous a dit « écoutez, moi, ça me suffit. Hein. Si un médecin a vacciné quelqu'un contre l'hépatite B et que le patient a la sclérose en plaques, pour moi, il est responsable. » Et là, le choc... Le transfert de connaissances directement de l'épidémiologie, l'immunologie au droit sur des arguments de causalité m'a complètement sidéré. Parce qu'en entendant parler les gens, j'avais vraiment l'impression qu'ils ne parlaient absolument pas de la même chose. Hein. Et l'épidémiologiste, et l'immunologiste, et le juge. Et j'avais l'impression en plus qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils ne parlaient pas de la même chose. Alors ça a été le premier point. Après... il a fallu que j'enseigne les statistiques et l'épidémiologie et la recherche clinique. Et donc, vous savez qu'il y a les critères de Hill, de causalité, qu'on apprend aux étudiants, qui ne sont pas mauvais. Hein. Une association est causale si elle est forte. Si elle est reproductible. Mais si c'est scientifique, c'est forcément reproductible. Du moins dans une certaine mesure, puisque rien n'est complètement reproductible non plus. Si c'est temporel. La cause précède l'effet. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. S'il y a une relation dose-effet, c'est vrai aussi, c'est très sympa, mais ce n'est pas forcément systématique. Hein. Il y a des médicaments qui ont un optimum d'efficacité extrêmement étroit et il n'y a aucune relation dose-effet. Une preuve expérimentale. Mais alors là, on change complètement de galaxie. Pourquoi, en faisant des expériences, dans le fond, on aurait, c'est ce que disait un peu Stéphane tout à l'heure, hein, pourquoi une expérience amènerait à la causalité plus que l'observation ? Elle devrait être spécifique, c'est-à-dire en gros une cause ne devrait avoir qu'un seul effet. Si c'était vrai pour le tabac, ça serait bien. La cohérence biologique, etc. Donc vous voyez, vous avez plein d'arguments et en fait ça marche, c'est bien. Hein. C'est-à-dire si vous avez tout ça, tout le monde achète qu'il y a une relation causale. Mais pourtant le contenu est quand même extrêmement discutable. D'ailleurs je crois que l'auteur le disait que c'était discutable. Je ne critique pas du tout, c'était quelqu'un de très bien. Et ces critères sont, au moins font discuter. Et en plus, il ne dit pas que c'est des critères, exactement. Alors, après, ma perplexité a augmenté, et elle a augmenté encore plus quand, au fur et à mesure que j'enseignais les essais thérapeutiques randomisés, on dit que c'est la seule façon d'accéder à la causalité. Et après avoir dit une fois, 2 fois, 3 fois, je me suis toujours senti très mal à l'aise pour dire ça. Pourquoi, dans le fond, randomiser, ça permet de dire qu'il y a de la causalité ? Alors, j'ai trouvé une réponse dans une thèse de science qu'un étudiant a soutenue il n'y a pas très longtemps sur la causalité et sur tous les aspects statistiques et épidémiologiques sur lesquels on va travailler aujourd'hui. Alors, dans son introduction, il dit quel serait l'effet causal d'une substance, par exemple, sur un individu. Alors, il faudrait, on imagine l'individu, on lui donne le produit, et puis on imagine le même individu, on n'y aurait pas donné le produit. Et on fait la différence entre les deux et on aurait l'effet causal. Alors bien sûr, il dit oui, sauf qu'en pratique, on ne peut pas travailler comme ça, puisqu'on ne peut pas avoir le même individu auquel on aurait donné autre chose. Ils appellent ça l'effet contrefactuel. Alors, oui, mais donc on va s'arranger, on va prendre une population. L'effet causal sur une population, alors on prend une population, on donne l'intervention, puis on prend la même population, on donne l'autre intervention, et on prend l'espérance des différences des effets.
Alors on va dire, mais c'est pareil, on ne peut pas donner deux interventions à la même population, soit dans la coupe en deux en tirant au sort. Et c'est vrai, on comprend tous que si la population est grande, si on tire au sort, c'est pas qu'elles vont être semblables, mais c'est qu'on sait dans quelle mesure le hasard peut conduire à une différence petite ou grande. Et donc du coup, on a l'impression, effectivement, d'accéder à une relation causale à une marge d'erreur près, naturellement. Alors, ça c'est vrai, sauf que déjà, ça ne marche jamais comme ça en pratique, puisque l'étudiant, le doctorant le met dans son document, ça marche, c'est randomisé, si on est un aveugle, s'il n'y a pas de perdu de vue, s'il n'y a pas d'écart au régime de traitement, ce qui n'est jamais le cas. Donc déjà, rien que de but en blanc, on pourrait dire la causalité trouvée par un essai randomisé, c'est bien sur le papier, mais dans la réalité, ça n'existe jamais. Les perdus de vue dans les essais randomisés en médecine, c'est entre 50 et 25%. Les gens qui prennent leurs médicaments en médecine, ça dépend des pathologies, hein, mais il n'y a que quand ils sont en réanimation et qu'on met un flacon de perfusion pour qu'ils les prennent vraiment. Hein. Et puis l'aveugle, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué le fait que l'aveugle soit solide ou pas. Mais en fait, le problème ne vient même pas de là. Même sur un plan théorique, cette affirmation à propos des essais randomisés de la causalité peut être prise en défaut, je trouve, de façon indubitable. Je vous donne un exemple. D'essais randomisés où il y a un aveugle parfait, pas de perdu de vue, pas d'écart au régime de traitement, et pourtant vous allez être très gêné pour dire qu'il y a une relation causale. Imaginez que vous testez un nouvel antidiabétique oral. En fait, il n'a aucune efficacité sur la glycémie. Il n'a aucune efficacité sur rien, sauf qu'il donne quelques nausées et quelques maux de tête. Mais vous ne le savez pas, ça. Donc vous testez dans un essai randomisé l'antidiabétique oral contre placebo. Les patients qui ont un placebo vivent leur vie. Les patients qui ont le médicament, la glycémie ne change pas, sauf qu'ils ont souvent des nausées légères et un peu mal à la tête. Donc ils vont voir leur médecin généraliste de temps en temps. Le médecin généraliste les écoute et leur dit écoutez, non, vous n'avez rien du tout, vous êtes dans un essai, de toute façon, il peut vous arriver des trucs, mais c'est pas grave. Mais tiens, au fait, votre diabète, comment il va? Est-ce que vous m'avez écouté? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous avez suivi votre régime, etc. Et parce que les patients qui ont eu les effets secondaires ont vu le médecin plus souvent, ont eu un discours sur les règles hygiéno-diététiques, finalement leur glycémie s'abaisse. Et donc vous allez conclure qu'il y a une relation causale entre la prise de l'antidiabétique oral et l'évolution du diabète. Alors là, les gens vont dire, oui, mais effectivement, c'est à cause du médicament. Alors peut-être que c'est à cause, mais en termes de santé publique, on va sûrement jamais donner des médicaments à des gens parce que ça a des effets secondaires et que c'est bon pour leur santé. On ne peut pas faire ça. Hein, on a montré que 10 ans après une transplantation hépatique, la qualité de vie est meilleure qu'en population générale. Pour rendre les gens heureux, on ne va pas leur greffer un foie. Donc là, il y a vraiment un problème de fond, c'est que ça ne répond pas à la question qu'on se pose. Alors là, du coup, même si je suis enseignant de statistique, j'ai lu, je me suis dit, mais alors qu'est-ce qu'on raconte de tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc je suis allé dans des livres de philosophie, et même si je ne suis pas philosophe, mais il faut se lâcher. Alors, c'est ce que disait Stéphane, en fait, quand on regarde dans les manuels de philosophie, c'est le bazar à propos de la causalité. Hein. Mais il y a des choses très intéressantes. Alors, ce que disaient les Grecs, moi je trouve que c'est quand même un peu léger, hein, les causes premières, efficientes, finales, avec la métaphore de la maison. Il y a l'architecte qui est un peu la cause de la maison, le maçon qui est un peu la cause de la maison, celui qui fabrique les briques qui est un peu la cause de la maison. Et tout ça, ça fait des causes et la maison est construite. Alors, à l'opposé, on a Auguste Comte, la cause c'est de la métaphysique, c'est des fantasmes. Ce qui existe, c'est les antécédents constants. On pourrait rajouter, nous, les antécédents statistiquement associés, quoi. Hein. Voilà, c'est avant et c'est associé, donc c'est une cause. À ce moment-là, avoir les doigts jaunes, c'est statistiquement associé au cancer du poumon. Et c'est avant. On a les doigts jaunes avant le cancer du poumon, donc il y aurait une relation causale. C'est un peu juste aussi. Et puis, alors là, moi, j'ai eu une révélation en lisant David Hume, un philosophe britannique, écossais même, je crois, qui dit que la cause, c'est une habitude de l'esprit. Qu'en fait, ça n'existe pas dans la nature. Mais qu'on se construit ça comme défense contre l'anxiété, et puis pour être plus efficace. Alors par exemple, hein, vous prenez un homme préhistorique qui va chasser en groupe,
et puis il est sous le vent, et puis donc les lions sentent qu'ils sont là, et voilà, une lionne leur tombe dessus, il y a 3 qui sont morts et 2 qui rentrent dans leur grotte. Ça suffit ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e fois, ils vont se dire peut-être qu'on pourrait changer de sens par rapport au vent, et peut-être qu'on vivrait plus longtemps comme ça. Vous voyez, c'est à cause du sens du vent par rapport au lion qu'on a été mangé. Je dis que c'est à cause pour organiser ma vie autour de ça. Je vois des régularités dans la vie, je construis des théories sur la vie, et je mets des causes dedans, et si ces causes, en suivant les causes, tout va mieux, c'est des vraies causes. Voilà, c'est-à-dire la cause est une habitude de l'esprit. Mais ça n'existe dans la vie, il n'y a pas de cause. Et ça me va tout à fait. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on dit quand on est épidémiologiste? On dit d'abord 2 choses. C'est-à-dire il y a une vision de santé publique, c'est-à-dire, en santé, sur quoi faut-il agir pour que les gens aillent mieux? C'est ce que disait Stéphane, c'est pas une question de cause. Si la cause du choléra, c'est les vibrions colériques, c'est peut-être pas en agissant sur le vibrion qu'on va faire que les gens aillent mieux. C'est peut-être tout simplement en travaillant sur les canalisations d'égouts. Pareil, il y a des sociologues qui ont montré que la cause du sida n'est pas forcément le virus du sida, mais la promiscuité des mineurs et des prostituées dans les mines d'Afrique Afrique du Sud. Etc., etc. Peut-être que... Et donc, avoir une vision de santé publique, c'est une vision d'action, et c'est pas se cantonner à, j'allais dire, des fantasmes de causalité, c'est-à-dire des considérations extrêmement théoriques. C'est de l'action, et là, peut-être que laisser randomiser, avec son économie de design, avec le fait qu'il est capable, pas de répondre à la causalité, mais de donner une réponse claire à une question unique. Alors, on a une question, on randomise, à la fin, on compte, on fait un test T puisque c'est tiré au sort. Si on voit qu'il y a une différence qui est importante, on a envie de dire, il valait quand même mieux, dans le futur, il vaudrait quand même mieux être dans ce groupe que dans celui-là. Donc on va proposer à nos concitoyens d'être plutôt dans le groupe A. Voilà, on agit. C'est pas parce que c'est la cause, mais c'est parce que c'est un design efficace en général quand c'est bien fait. Et puis vous avez aussi des théories et des modèles, y compris en médecine, y compris en santé publique, en épidémiologie sociale. Il y a des modèles extraordinairement sophistiqués qui expliquent les inégalités sociales de santé. Et là la notion de cause aussi est en fait différente de la première. Ce n'est pas une cause dans l'action, c'est une cause dans la conceptualisation, dans la pensée. Et là, la randomisation n'a pas grand-chose à voir. Là, c'est plutôt des modèles avec des ajustements, etc., enfin des trucs très compliqués, qui vont permettre de mettre en relation des variables explicatives à expliquer, etc., etc. Et on aura envie de dire qu'il y a de la causalité quand tout ce schéma relationnel sera clair, épuré, consensuel et persuasif. Voilà, donc, écoutez, je vous remercie pour votre attention. J'ai pas duré longtemps, mais enfin...